citation de Violet à la fin de cette conférence. Malgré tout, vous allez voyager dans l'antre des cellules et des tissus de cet organisme tout à fait méconnu et en découvrir des secrets insoupçonnés grâce à l'intervention de Patrick Lemaire que nous accueillons ce soir. Donc Patrick, merci et bienvenue. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, un embryologue de carrière internationale puisque vous avez effectué votre thèse au laboratoire d'Heidelberg en Allemagne intitulé donc Laboratoire européen de biologie moléculaire. Et puis vous avez voyagé jusqu'à Cambridge pendant 3 ans, à l'université de Cambridge donc, pour ensuite atterrir dans le sud, à l'Institut de biologie du développement de Marseille, institut dans lequel vous avez rencontré d'ailleurs un collègue qui est maintenant présent à l'Observatoire de Banyuls, qui travaille sur des organismes très proches du violet, donc même modèle que le vôtre, puisque c'est un des axes de recherche du laboratoire de Banyuls. Et enfin, donc, vous êtes aujourd'hui au centre de recherche en biologie cellulaire de Montpellier depuis plusieurs années. Et puis en plus de vos activités de recherche, vous avez toujours eu à cœur de mener un dialogue approfondi entre le monde académique et la société, et puis aussi de discuter et de réfléchir à la place de la science au sein de la société et du rôle qu'elle pouvait jouer. Et je pense que c'est tout naturellement que vous avez été à l'initiative et maintenant président du Collège des sociétés savantes, Collège des sociétés savantes et académiques de France, qui a émergé donc en février 2021 et auquel nous souhaitons beaucoup de succès dans le dialogue entre les différentes facettes de la science et la société. Merci Patrick, à vous. Merci. Je vais peut-être me démasquer aussi. Je crois que c'est la première fois que je fais un striptease en début de conférence. Donc bonjour. Merci pour l'invitation et puis merci à vous d'être là. Vous m'entendez bien? Ça se passe bien, d'accord. J'ai pas tout à fait. En fait, c'est vrai que je suis impliqué maintenant dans essayer de promouvoir le dialogue entre science et société et de promouvoir de manière générale la méthode scientifique un petit peu à tous les niveaux de la société. Ça n'a pas toujours été le cas. En fait, je me suis réveillé un peu tard et j'ai vraiment commencé à faire ça il y a 6 ans à peu près. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce que l'on fait dans mon équipe de recherche, donc au centre de recherche de biologie cellulaire de Montpellier. Et effectivement, alors on ne travaille pas tout à fait sur le biju, vous allez voir, mais on travaille sur des animaux de la famille du biju. Et donc, déjà, qui est-ce qui aime le biju ici? Ah, vous êtes beaucoup hein, quand même. Ah, j'aime pas ça du tout, moi. j'aime pas ça du tout, je suis désolé. Mais les embryons, oui. Donc le biju, c'est une acidie. Alors, surtout, n'hésitez pas à m'interrompre. Essayons de faire de ce moment un moment un peu convivial, où vous pouvez m'interrompre, où je peux vous interpeller aussi, pour vous poser des questions. Donc n'hésitez pas. Donc, le violet, c'est une acidie. Alors, les acidies, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, il y en a un certain nombre. Par contre, il n'y a pas de... Ouais, ça marche. Donc, les acidies, c'est une classe d'animaux qui sont tous marins. Il y a à peu près 6000 espèces. Et il y en a un certain nombre que vous avez déjà sans doute vu. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui plongent par ici? Qu'est-ce que vous avez déjà vu de ce que je montre là? Il y en a que vous avez dû voir, et puis d'autres que vous n'avez pas vu à Banyuls en tout cas. Il n'y a pas la rouge. Ah ouais, non, il n'y a pas la rouge. Ah, c'est une Allocynthia, ouais, ça. Ouais. Mais non, j'ai pas mis la photo, c'est vrai. Je pense que ces trois-là, vous devez pouvoir les voir. Alors, elles n'ont pas la même taille, en fait, celles-ci sont assez petites. C'est des bouquets, ça s'appelle des clavelines. Celle-ci, c'est celle sur laquelle nous on travaille particulièrement, mais on en trouve par ici et sur toute la côte méditerranéenne. Et puis celle-ci, il y en avait énormément avant, je ne sais pas s'il y en a encore, c'est Siona. Donc je crois que ça s'appelle en langage imagé des pêcheurs la couille de chat. Donc ça c'est Siona. Et pourquoi ça s'appelle des acidies?
Ça s'appelle des acidies parce que ascos, c'est un vase à vin en grec. Et donc, ascidion, l'acidie, c'est un petit vase à vin. Alors, ils n'ont pas tous deux orifices comme celui-là, mais il y en a qui ont 2 orifices. Et donc, ça ressemble, parce que si vous regardez celle-là en particulier, qui s'appelle ça, c'est une molgula, vous voyez qu'il y a il y a 2 siphons. Et ces siphons, c'est des animaux qui sont fixés au fond de la mer, et puis qui vont filtrer l'eau de mer. Donc, il y a un siphon par lequel l'eau de mer entre, et puis un siphon par lequel l'eau de mer va ressortir. Et donc du coup, quelque part, ça ressemble un peu à un bivalve, parce qu'un bivalve, il y a aussi, ça a aussi deux siphons, c'est aussi un filtreur. Mais, est-ce que c'est un bivalve? Donc en gros, quel type d'animaux est-ce que c'est? Quel type d'animal, en fait, quels sont les proches cousins des acidies? Alors qu'est-ce que vous feriez si vous vouliez savoir ça? Comment vous y prendriez? Vous l'ouvriez? Vous dites l'ouvrir, c'est ça? Ouais, pour voir à quoi ça ressemble dedans, quoi. Comment est-ce que qu'est-ce qui vous ferait dire que un chien et une vache, quelque part, c'est pas très éloigné? C'est un squelette à l'intérieur, déjà. Donc ça, c'est un truc important. Il y a des poils, exactement. C'est avec les mammifères qui ont des poils, enfin, à ma connaissance. Donc voilà, en gros, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher des caractéristiques de l'animal adulte. Et ces caractéristiques, vous allez chercher à les grouper. Celui-là, il a ça, et puis celui-là, il n'a pas ça, et puis comme ça, peu à peu, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, en fait, construire des arbres. Comme ça. Alors ces arbres-là, en fait, c'est les premiers arbres phylogénétiques qui ont été dessinés par Darwin. Donc il y a, ça c'est, pardon, j'ai des problèmes de latéralité. Ça c'est au tout début de sa carrière, et puis ça c'est plutôt vers la fin de sa carrière. Donc qu'est-ce que ça montre là? Ça montre un ancêtre commun, et puis il va y avoir des radiations qui vont finir par donner toute une série d'animaux. Et en fait, on va reconstruire quelque part l'ancêtre commun en justement cherchant à savoir qu'est-ce qui unit tous ces animaux. Et comme ça, on va pouvoir positionner les animaux, ou les plantes, ou les bactéries, les uns par rapport aux autres. Et donc faire des arbres de famille, quelque part, un arbre de vie de ces animaux. Donc si on fait ça, ce genre de choses... Alors, c'est quoi les critères, en fait? Les critères, ça peut être des critères qui sont vraiment anatomiques, donc des poils, 4 membres, des poumons, mais ça peut aussi être des critères qui sont moléculaires. C'est-à-dire là maintenant, on va prendre le génome de ces animaux, on va prendre les gènes, et puis on va chercher à voir qu'est-ce qui est en commun parmi les gènes de ces animaux. Et donc ça va être une autre méthode. Enfin, c'est la même méthode, mais sur une base moléculaire. Et il y a un consensus qui se dessine comme quoi cette base moléculaire est plus fiable que des bases qui sont purement anatomiques. Et donc, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est ce genre d'approche fait sur toute une série d'animaux que vous connaissez plus ou moins. Alors, ce qu'on appelle les chordés. Les chordés, c'est des animaux qui ont une notocorde. On va revenir derrière sur ce que c'est qu'une notocorde. Vous verrez ça. Ça inclut les vertébrés. Il va y avoir tout ce qui est les oursins, les étoiles de mer, etc. On voit que c'est assez proche, en fait. Les chordés, c'est ce qu'on appelle un groupe frère. Et puis, il va y avoir des insectes, des vers ronds, des annélides, des mollusques, des vers plats, des méduses, des éponges. Donc tout ça, on peut aussi savoir un peu quand est-ce que ces animaux, quand est-ce que ces embranchements ont eu lieu. Alors, c'est pas très très précis, mais en recroisant les fossiles plus des approches moléculaires, on va pouvoir dire, ça a divergé il y a, je sais pas, 500 millions d'années peut-être. Quelque chose de ce genre. Donc on va pouvoir recréer tout un cadre, ce qu'on appelle un cadre phylogénétique,
pour pouvoir étudier les animaux et puis les comparer les uns avec les autres. Et donc, là-dedans, où est-ce qu'on pourrait bien mettre les acidies? Donc on va commencer. Le premier qui s'est intéressé à ça, en fait, c'est Georges Cuvier. Et Georges Cuvier, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a regardé les adultes. Donc il a fait exactement ce que vous proposiez. Hein. Il a disséqué les adultes et puis il a cherché à voir si ça ressemblait à d'autres choses qu'il connaissait. Et entre autres, il y avait ces deux siphons. Et donc dans un de ses textes, il dit les deux siphons, ça ressemble quand même pas mal aux siphons qu'il va y avoir dans des bivalves. Donc, du coup, Georges Cuvier, lui, il a placé ça là. Il l'a placé parmi les mollusques. Donc les acidies étaient des mollusques. À ce moment-là, bon, c'était mou, donc c'était des mollusques sans coquille. C'est comme ça qu'il les appelait. Mais, donc ça, on est au début du 19e siècle, à peu près. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a un Alexander Kovalevsky, donc qui est un Russe, qui lui, il ne s'est pas intéressé aux adultes. Il s'est intéressé justement aux embryons. Et il s'est intéressé aux embryons et il a remarqué quelque chose qui était quand même surprenant. C'est que quand on prend, je vous en montrerai, hein, je vais vous montrer après des vidéos des embryons, vous allez voir à quoi ça ressemble en vrai, avec un microscope très simple, et puis comment est-ce que nous on les visualise après de manière un petit peu plus sophistiquée. Donc lui, il avait des microscopes quand même très sommaires, mais suffisants pour pouvoir en fait regarder un embryon et puis suivre et dessiner à la main ce qu'il voyait. Et ce qu'il a vu, c'est que ça commence à faire un petit tétard, en fait. Et si on suit plus loin, ça fait un tétard qui est un joli tétard. Ah, mais ça, les mollusques, ça ne fait pas de tétard. Et quand il a regardé un petit peu plus précisément, il a vu qu'il y avait une structure, ici, cellulaire, qui semblait faire, qui avait le positionnement au sein de ce qu'on voit chez les vertébrés, qui s'appelle justement la notocorde. Et la notocorde, c'est la structure qui va permettre au tétard de nager. Quelque part, c'est une espèce de squelette, sauf que c'est un squelette, d'abord cellulaire, et puis après, il y a un peu de matrice extracellulaire qui se met. C'est ce qui va donner la rigidité à la queue, c'est ce qui va permettre à l'animal de nager. Donc, du coup, il voit ça, et il se dit, mais... Donc ça, je vous le remonte, d'ailleurs, voilà la larve. Alors, c'est pas du tout la même taille, hein. Donc ça, c'est un poisson, ça, c'est un albin de poisson, et vous voyez, en fait, cette structure-là, cette espèce de tube, au centre, hein, c'est solide, hein, c'est pas un tube, c'est ce qu'on appelle la notocorde. Et cette notocorde, plus tard, on en garde des traces dans les disques intervertébraux. Et donc, cette notocorde, on voit une structure qui ressemble quand même beaucoup au centre de la larve, donc de l'acidie. Donc ça, c'est une larve d'ailleurs, vous parliez de l'acidie rouge, ça c'est du même genre que l'acidie rouge dont vous parliez, celle-là. Et donc, du coup, Kovalevsky, au lieu de le placer chez les mollusques, il a placé ça, il a placé les acidies chez les chordés. Et donc c'est devenu, en fait, des animaux qui sont, enfin, eux ils l'étaient déjà, mais du moins on a compris, à partir de la fin du 19e siècle, que ces animaux, alors qu'elles ont vraiment plutôt l'air d'une plante, c'est des proches cousins des vertébrés, donc de nous. Voilà. Et donc c'est ce genre d'approche. Alors depuis, je vous ai dit, il y a eu des études moléculaires qui ont été faites, donc on a séquencé toute une série de génomes de ces animaux, et dans ces génomes, ce que l'on a vu, c'est que non seulement c'est un proche cousin des vertébrés, mais en fait c'est le groupe frère des vertébrés. C'est-à-dire, si vous regardez une acidie, la prochaine fois que vous regardez un violet dans votre assiette, vous vous dites que vous êtes en train de manger un truc qui est beaucoup plus proche de nous qu'un oursin, qu'une langouste, qu'un criquet, etc. Voilà. Donc c'est assez proche. Alors, je vous ai dit que je vous montrerai des embryons. Je vais vous montrer un embryon. Donc, je vais même vous en montrer deux. Donc, alors, qu'est-ce que c'est ça? Donc, ça, c'est vous allez voir deux embryons. Alors, comment est-ce qu'on les obtient, ces embryons? On va prendre les animaux, et puis on va collecter, en fait, les gamètes. Donc, les spermatozoïdes et les ovocytes. On va mettre ça dans une petite boîte transparente.
Et puis on va faire une fécondation in vitro. Et c'est comme ça en fait qu'on génère les animaux, enfin les embryons sur lesquels on travaille. Alors, ça a l'air d'être très très high-tech, hein. En fait c'est très très simple. C'est à la portée de tout le monde d'aller chercher les spermatozoïdes et les œufs de ces bêtes-là, de les mélanger un peu ensemble, de laver un peu, et puis d'avoir des cultures d'embryons à peu près synchrones. Alors là, c'est pas si synchrone que ça, vous allez voir. Celui-là, attendez, hop. Celui-là, il a 8 cellules, vous en voyez 4 là, puis il y en a 4 dessous. Puis celui-là, il a 4 cellules. Donc celui-là, en fait, il a été fécondé sans doute à peu près une demi-heure avant celui-là. Donc c'est pas très synchrone. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc ça, on a mis ça sous une loupe binoculaire, donc le microscope le plus simple qu'on peut avoir au laboratoire. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc c'est des embryons qui sont très transparents, c'est pour ça qu'on travaille avec, parce qu'ils sont vraiment très très beaux en fait quand on les regarde sous le microscope. Et donc là vous voyez à la fin, eh ben, on voit le petit état. Alors je vais juste vous demander de regarder une chose. Regardez cet embryon là. Et puis regardez un petit peu plus tard celui-là. Celui-là. Qu'est-ce que vous remarquez en fait si celui-là, et puis je reviens en arrière. Alors déjà effectivement, si on regarde simplement celui-là, il y a un magnifique plan de symétrie dans l'embryon. Exactement. En fait, donc ça, ici, ça va être l'axe antéro-postérieur de l'embryon, et ça, c'est droite-gauche. Donc ça, effectivement, il y a ça, mais si on regarde un peu avant, mais l'autre, en fait, on a l'impression que c'est exactement le même. Vous voyez, ces deux cellules ici, c'est les deux cellules qui étaient ici dans celui-là. En fait, on a l'impression que les deux embryons, ils se développent avec les mêmes cellules à peu près au même endroit. On va revenir là-dessus après. Donc pourquoi est-ce qu'on étudie ces bestioles? Donc on étudie ces bestioles, déjà parce que c'est joli. C'est une raison, mais ce n'est pas forcément une raison suffisante pour, je dirais, dépenser l'argent du contribuable, puisqu'on est des chercheurs de la recherche publique. En fait, quand vous prenez un poisson, alors le poisson, c'est un vertébré, et c'est un bon modèle pour étudier plein de choses qui sont liées à l'homme. Si vous prenez un poisson, en fait, cette larve-là, elle a des centaines de milliers de cellules. Donc si on veut comprendre ce que fait chaque cellule, c'est très compliqué. Si on prend la larve d'Acidie au-dessus, elle a un plan du corps qui est très similaire, mais elle n'a que 2600 cellules. Donc, c'est beaucoup plus simple. On va vers un niveau de simplicité où on peut comprendre réellement ce qui se passe au cœur de chaque cellule. Alors, en ce moment, on ne peut pas encore, très sincèrement. Mais au moins, on peut avoir l'espoir qu'on va pouvoir comprendre ce qui se passe dans chacune des cellules de l'embryon. Et comment est-ce qu'on construit un embryon. Ça, je reviendrai là-dessus. Donc, un petit peu, qu'est-ce que ça peut nous apprendre d'étudier les embryons d'Acidie? Alors, ça peut nous apprendre des choses sur les origines des vertébrés, puisqu'en fait, c'est le groupe frère des vertébrés, et il a le même plan du corps. Et la deuxième chose, ça peut nous apprendre des choses sur des mécanismes fondamentaux du vivant, qui peuvent être appliqués à rien, simplement d'un aspect culturel, comme vous allez pouvoir regarder de l'astrophysique, par exemple, ou qui peuvent être appliqués à de la santé humaine, à de la santé animale, ou à de la santé végétale, puisque c'est quand même les végétaux qui nous nourrissent. Donc, comprendre ces mécanismes fondamentaux du vivant, c'est important, et pour ça, il faut des modèles suffisamment simples pour pouvoir les disséquer en profondeur. Alors, le vivant, c'est quelque chose qui est assez différent d'un robot. Là, je vous ai mis la liste de pièces d'un robot. Alors, vous avez peut-être suivi les robots de Boston Dynamics. C'est une entreprise à Boston qui fait des robots absolument bluffants, utilisés pour plein de choses, civiles ou militaires. En fait, c'est des séries de robots. Et si vous comparez deux robots, ils vont avoir les mêmes pièces. Toutes les pièces vont être identiques. Donc, en fait, il y a très peu de variabilité. Si vous regardez maintenant les deux jumeaux qui sont à droite,
En fait, ils sont assez différents. Comparés à deux robots, ils sont beaucoup plus différents. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques du vivant, c'est sa variabilité. Il va y avoir beaucoup de variabilité interindividuelle. Et quand on regarde ces deux jumeaux, en fait, si on descend à l'échelle de la cellule, on ne va pas du tout pouvoir dire cette cellule de ce jumeau, on la trouve à cet endroit-là, une cellule homologue chez cet autre jumeau. On va pouvoir trouver le même tissu. Le tissu va avoir la même forme. Mais si on cherche à descendre à la logique de la cellule, et bien là, on ne va pas trouver les mêmes cellules. Et même si on regarde les embryons de ces deux jumeaux, très rapidement, ces embryons, on ne peut pas dire cette cellule de cet embryon est la même que cette cellule de cet autre embryon. Et c'est là où les acidies sont utiles. Parce que c'est des animaux qui, justement, sont un petit peu différents. Et pour ça, il faut remonter au début du XXe siècle, et du travail d'Edward Conklin, donc, qui était, lui, à Woodson. C'est-à-dire, c'est à côté de Cape Cod, pas très loin de Boston. Et il étudiait donc toute une série d'animaux, et notamment des acidies, et une acidie qui s'appelle Stiella partita. Et cette acidie, ce qu'il a montré, c'est qu'en fait, les cellules étaient tellement, le développement était tellement reproductible qu'on allait pouvoir donner un petit nom à chaque cellule. Vous voyez, ici, c'est A66. Vous ne pouvez peut-être pas lire, hein, où vous êtes. Mais en fait, chaque nom, alors du coup, c'est un peu barbare, hein, parce que, bien sûr, chaque nom, c'est une syntaxe avec une lettre et deux chiffres. Hein. Mais on va pouvoir nommer chaque cellule, et on va pouvoir retrouver chaque cellule à peu près au même endroit dans tous les embryons de Stiella partita. Donc ça nous donne un cadre qui est extrêmement rigoureux pour comprendre qu'est-ce qui se passe entre deux cellules, puisque ces deux cellules, elles vont toujours être à peu près au même endroit. Et non seulement c'est vrai dans Stiella partita, mais, oups, j'ai un petit problème d'animation, mais en fait c'est vrai dans toutes les acidies qu'on connaît. Donc ça, ces deux acidies, Sionna, dont je vous ai parlé, qui apparaît ici, et puis Stiella, c'est des acidies qui sont à presque 400 millions d'années d'évolution, de distance. Et pourtant, vous allez retrouver exactement les mêmes cellules, je les ai colorées. C'est des cellules homologues dans les embryons de ces deux espèces. Et vous voyez qu'on va retrouver les mêmes cellules et qu'on va retrouver les mêmes voisinages. Si vous prenez la cellule rouge, elle va être voisine de la cellule jaune et de la cellule bleue, de la cellule jaune et de la cellule bleue. Et donc, on va avoir un cadre qui non seulement est vrai au sein d'une espèce, mais qui va être vrai au sein de l'ensemble du groupe d'animaux. Ça va? Je vous ai pas lâché? C'est bon? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, arrêtez-moi, hein, vraiment arrêtez-moi. Oui? Là, vous êtes à quel niveau du développement de l'embryon? À quel âge du développement? Alors, là, on est aux alentours de 3 heures de développement, après la fécondation, sur Sionna. Sur Stiella, je ne sais pas, parce que je ne travaille pas avec. Les acidies se développent, en fait, à des températures assez différentes. Et donc, à des vitesses qui peuvent être assez différentes. Donc, on va retrouver la même cellule, effectivement, au même endroit, mais pas forcément au même moment. Parce que l'horloge, quelque part, va être différente. Mais on trouve la même chose si vous prenez l'horloge d'une souris et l'horloge d'un homme, c'est pas les mêmes pour le développement, par exemple. Donc ça, il y a cette variabilité d'une espèce à l'autre qui va être due à plein de choses qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas très bien. Mais c'est quelques heures après fécondation. Le tétard, on va l'obtenir 1 jour après fécondation, à peine. Donc c'est très rapide aussi comme développement. C'est aussi un avantage expérimental. On féconde et le lendemain, on a déjà réussi à faire toute notre expérience. Et c'est chaque fois, après un certain nombre de divisions fixes, que les cellules sont numérotées et appelées différemment. Voilà, alors en fait, c'est exactement ça. Donc le système de Conklin, c'est à partir au stade 8 cellules, vous avez vu, en fait, les embryons ont toujours une polarité bilatérale. Donc au stade de 8 cellules, on a 4 cellules à droite, 4 cellules à gauche. En fait, il a appelé les 4 cellules, je ne sais plus si c'était de droite ou de gauche, avec une lettre, petit a ou grand A pour antérieur, petit b ou grand B pour postérieur. En fait, c'est postérieur, sauf que le B, ça ne s'écrivait pas bien pour lui, donc le P s'écrivait pas bien, donc il a préféré le B. Et donc, c'est ce que vous retrouvez ici.
vous allez retrouver petit a, ça c'est de l'antérieur, petit b c'est du postérieur. Ça, c'est le rang de division. 32 cellules, il y a eu 6 divisions. Et à chaque fois qu'il y a une division, cette cellule-là, point 6, va se diviser en 7.12 et 7.11. C'est-à-dire on multiplie par 2 et on multiplie par 2 moins 1. Donc en fait, il y a une syntaxe qui est très précise, qui va permettre de nommer les cellules, et qu'on a maintenant au laboratoire reproduit de manière informatique, donc on peut les nommer de manière automatique. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a nommé toutes ces cellules. C'est bon? Bon, alors je continue. Donc, ce que je vous disais, c'était que non seulement le développement, il était extrêmement reproductible, mais il était extrêmement reproductible entre toutes les espèces, même des espèces qui sont très éloignées. Donc, Allocynthia roretsi, en fait, c'est une des... Allocynthia, il y a l'acide rouge dedans, dont vous parliez. Et Sionna, donc ça, c'est pratiquement 400 millions d'années d'histoire évolutive divergente. Et néanmoins, si vous regardez les embryons, là au stade 16 cellules, vous voyez très bien que cette cellule-là, c'est cette cellule-là, c'est cette cellule-là. Et ça, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, est complètement unique. De pouvoir avoir, un développement invariant, c'est pas très très fréquent, mais deux, d'avoir un développement invariant qui, au sein du groupe, est sous des contraintes évolutives tellement fortes que pendant 400 millions d'années, ça ne va pas changer. C'est quelque chose qui est assez fascinant. Qu'est-ce qui fait que, quelque part, l'évolution, elle s'arrête? Enfin, à notre échelle. Alors, avant de venir un peu là-dessus, je vais vous montrer, donc je vous ai montré à quoi ressemblaient les embryons sous un microscope un petit peu simple. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, donc sous un microscope qui est des microscopes plus sophistiqués. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un microscope confocal. Donc là, on n'est pas en train de regarder, on n'est pas en train de l'éclairer avec de la lumière blanche. En fait, ce qu'on va faire, c'est on va insérer des protéines phosphorescentes, enfin fluorescentes, dans la membrane de chaque cellule, et puis on va stimuler avec un laser ces protéines de telle manière à pouvoir voir à travers l'embryon. Donc là, en fait, c'est une reconstruction 3D, mais en fait, il y a plein de plans optiques à l'intérieur qui permettent de voir vraiment à l'intérieur. Et quand on fait ça, on peut même aller jusqu'à des microscopes un petit peu plus sophistiqués qu'on utilise, qui s'appellent des microscopes à feuilles de lumière. En gros, ce que vous allez faire, c'est temporairement crier. Ce que vous allez faire, vous allez prendre votre embryon et vous allez envoyer un plan de lumière à travers l'embryon. Donc vous allez simplement éclairer une tranche. Et puis vous allez mettre un objectif ici. Et vous allez capter les photons de la tranche. Et donc vous allez en une fois, en fait, prendre toute la tranche de l'embryon. Donc c'est une imagerie qui est très très rapide. Et donc ça va nous permettre d'imager très souvent ces embryons. Et ça donne quelque chose comme ça. Je vais vous montrer. Voilà. Donc ça c'est, je vais vous montrer ici. Donc c'est un embryon. Alors maintenant vous allez le voir, alors pas en temps réel, mais il y a 2 minutes entre chaque moment où on image l'embryon. Et donc, voilà. Et donc là, vous voyez en fait les cellules. Donc là encore, c'est les membranes des cellules qui ont été marquées. Vous voyez les divisions des cellules. Vous voyez quand les cellules commencent à devenir un peu granuleuses, hop, c'est qu'elles sont en train de se diviser. Et puis peu à peu, vous voyez la forme de l'embryon qui change. Vous voyez, alors là, par exemple, je vous montrerai après sur l'autre. Là, vous voyez par exemple, c'est le tube neural qui est en train de se former. Et donc, ça, c'est des sets de données qui sont formidables. Sauf qu'un set de données comme ça pèse 2 téraoctets. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. 2 téraoctets, c'est un disque dur, quoi, en gros. Un petit disque dur que vous allez acheter, et il est plein, avec une seule expérience qui va durer pendant 6 heures. Donc, pour réussir à trouver des choses là-dedans, pour nous, en gros, c'est pas possible si on regarde simplement ces images. Donc il va falloir qu'on extrait toutes les informations qui nous intéressent de ces images. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle segmenter. Alors c'est ce que vous allez voir à côté. C'est-à-dire qu'on va automatiquement détecter chaque cellule, trouver les contours de chaque cellule, et chaque cellule devient un objet informatique. Et donc cet objet informatique, on va pouvoir calculer le volume, on va pouvoir calculer les surfaces avec ses voisines, on va pouvoir calculer pendant combien de temps ça existe,
etc., etc. La forme, des descripteurs de forme. Et donc ça, ce que je vous montre là, c'est le même embryon exactement. Alors attendez, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est le même embryon exactement qui a été segmenté. Alors les couleurs, c'est nous qui les avons rajoutées. Les couleurs, c'est les destins. C'est ce que vont devenir les cellules au stade du tétard. Donc au stade du tétard, il y a des cellules qui vont être la peau, l'épiderme. Il y a des cellules qui vont être la fameuse notocorde. Alors la fameuse notocorde, elle est en rose, en jaune, elle est ici. Je deviens habitué à zoom un peu trop, donc j'ai tendance à plus utiliser les pointeurs, mais à utiliser ma souris. C'est une déformation Covid. Donc voilà, ça c'est la notocorde. Ça en gris, ce que vous avez ici, c'est l'endoderme. Donc l'endoderme, c'est ce qui va donner son tube digestif. Voilà, et ici, vous allez voir, il y a des muscles aussi qui vont se former. Et donc, cette information, on l'avait, on savait que ces cellules au début allaient donner ça, donc on a rajouté l'information, et ensuite on la propage au fur et à mesure du développement. Donc c'est ce que vous allez voir. Et donc vous avez une vue extérieure, ça c'est à gauche, et puis là on a coupé le long du plan de symétrie bilatérale, donc vous voyez que c'est bien, on voit toutes les cellules à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est le même embryon que celui que vous aviez à gauche, sauf que maintenant, il a été traité, et là maintenant on peut extraire toutes les informations qu'on veut des cellules. Et donc c'est un petit peu de ça dont je vais vous parler. Alors, ceci dit, donc alors quand on a réussi à faire ça, en fait on était les premiers au monde, en fait à avoir réussi à faire ça sur une portion assez importante du développement d'un animal. Donc, et c'est la simplicité, la petitesse, la transparence de l'embryon qui nous a permis d'avoir cette chose. Et ces choses-là, elles sont très belles, sauf que pendant longtemps, on n'avait pas vraiment de moyen de bien interagir avec. Donc, un des chercheurs chez nous s'est dit, mais il y a des gens qui savent très bien manipuler des objets qui sont des maillages, c'est les gamers, c'est les gens qui font des jeux vidéo. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a détourné un système informatique, un moteur de jeux vidéo qui s'appelle Unity, et donc on l'a détourné pour créer quelque part un jeu sérieux, qui est notre outil de travail principal, qui va nous permettre d'explorer tous ces embryons. Et je vais juste... Voilà, en fait, simplement pour vous montrer, donc ça c'est pas l'embryon que je vous montrais, c'en est un autre, mais ça c'est pour vous donner une idée. En fait, maintenant, on peut donc se promener dans le temps, dans les deux sens. On peut faire que le développement va en arrière. Malheureusement, ça n'existe qu'en virtuel. Donc en fait, avec ce genre de choses, on va pouvoir maintenant en fait se promener dans les embryons. Alors je vous le remontrerai après, cet embryon, pour vous montrer quelque chose qui est une propriété un peu particulière, mais vous voyez déjà à quel point c'est géométrique ces embryons. Vous voyez, ça c'est ce qui va donner le système nerveux central. À quel point c'est bilatéralement symétrique et à quel point c'est aussi régulier. C'est un vrai damier, c'est un jeu d'échecs, quoi. Voilà, donc alors, je repars là-dessus. Ça marche toujours. Voilà, donc on a maintenant un outil qui va nous permettre de jouer avec ces embryons. Et donc de commencer à essayer de chercher à savoir quelle est la logique qui fait qu'on peut obtenir ces structures aussi précises d'embryons. Alors, pour comprendre un peu quelles sont les raisons de la stabilité évolutive, donc nous c'est un petit peu, c'est ça qu'on cherche en fait. On cherche dans l'équipe le problème principal auquel on s'attaque, c'est essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut ne pratiquement pas évoluer pendant 400 millions d'années. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant l'embryogenèse? L'embryogenèse, en fait, c'est une vraie chorégraphie cellulaire. Vous allez avoir des cellules au début, voilà. Vous allez les revoir ces dessins à la fin dans une petite vidéo. Ces cellules, qu'est-ce qu'elles font? Elles se divisent déjà. Au début, on a une cellule, puis on doit en avoir 2, puis 4, puis 8, etc. Donc, déjà, il faut générer des cellules, donc il va falloir qu'elles se divisent.
Mais au début, elles se divisent et elles sont à peu près toutes pareilles. Mais progressivement, il va falloir différencier les cellules. Il va falloir qu'il y ait certaines cellules qui aient des identités un peu différentes parce que, après, eh ben, elles vont donner des types cellulaires différents. Donc là, ce qui est représenté, c'est des neurones d'un côté, et puis de l'autre côté, c'est des cellules cardiaques. Donc ça, quelque part, au sein de l'embryon, chaque cellule va devoir décider, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et puis, une fois que ça fait ça, eh ben, ça va former des organes. Mais les organes, il faut pas seulement qu'il y ait des organes. Déjà, il faut qu'il y ait le bon nombre de cellules, il faut qu'ils aient la bonne taille, mais aussi, il faut qu'ils soient au bon endroit. Donc il y a toute une chorégraphie qui va faire que les cellules vont se diviser, vont obtenir des identités, acquérir des identités, vont se différencier dans des morphologies et des fonctions différentes, construire des organes, et tout ça, ça doit se produire au bon endroit de l'embryon. Donc, si vous avez une idée de qu'est-ce qui contrôle ça? Voilà. En gros, le truc... alors, c'est probablement un peu réductionniste, probablement trop réductionniste, mais il y a une très forte composante génétique. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a aussi les propriétés physiques de la matière vivante. C'est-à-dire que si vous prenez une souris et puis que vous la laissez tomber du 15e étage, vous pouvez essayer d'optimiser qu'elle ne meure pas, mais ça ne va pas marcher. Même quels que soient les gènes que vous allez mettre dedans, ça ne va pas marcher parce que la gravité et le poids fait que physiquement, elle ne peut pas résister. Donc il y a à la fois les gènes et puis les propriétés physiques de la matière. Et donc les gènes, effectivement, ça je vous montre un petit peu un exemple. Donc ça, vous avez un embryon à gauche et puis à droite, vous avez un embryon similaire où en bleu, vous voyez les noyaux. Donc les noyaux, chaque cellule, vous avez un noyau. Et puis les petits points, rouges ou verts, c'est des ARN messagers de certains gènes. Donc en fait, ça traduit est-ce que le gène il est actif dans cette cellule ou il n'est pas actif dans cette cellule. Et ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas d'endroit où il y a à la fois des points rouges et des points verts. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux gènes, celui-là, c'est un gène qui est exprimé dans la notocorde, puis celui-là, il est exprimé dans les territoires qui sont autour de la notocorde. Donc on va pouvoir, en activant des gènes, donner des identités cellulaires. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut formuler comme hypothèse sur comment sont exprimés les gènes et à quoi ressemblent finalement les gènes des différentes espèces d'acidies? Vous pensez que ça va être similaire? Vous pensez que ça va être dissimilaire? Sachant que les embryons sont très similaires. Vous pouvez préciser votre question? Alors, ma question, c'est, si vous regardez donc les gènes, qu'est-ce que c'est en fait un gène? Ça va donner une protéine, puis c'est un bout d'ADN du génome. Donc, je peux étendre ma question à dire, est-ce que les génomes vont être similaires? Et puis, ces gènes, ils vont être activés dans certains territoires. Est-ce que les territoires d'activation des gènes, je veux dire homologues, en gros les mêmes gènes d'une espèce à une autre, vont être exprimés au même endroit? En gros, est-ce que vous attendez à ce qu'on a des embryons très similaires parce que l'information génétique est très similaire, ou est-ce qu'on a des embryons similaires parce que pour d'autres raisons? Le plus logique, ça serait de penser que les embryons ils sont similaires parce que finalement les génomes qui vont donc contrôler toute cette chorégraphie, ils sont similaires aussi. Et donc, on a séquencé toute une série de génomes et puis on peut faire des arbres. En fait, des arbres exactement de la même manière que ce que je vous ai montré pour les espèces, on peut faire la même chose maintenant uniquement au niveau des génomes ou d'un certain nombre de gènes. Et donc ça c'est le cas. Alors c'est un peu compliqué, mais je vais vous expliquer ce qu'il faut tirer de ce truc compliqué. Donc ce que vous voyez, c'est qu'il y a différents groupes. Donc ici vous avez les échinodermes, donc tous les oursins. Donc vous voyez que c'est un peu plus éloigné. Donc ici vous avez l'ancêtre commun de tout le monde, enfin ici, de tout le monde. Vous avez les oursins, vous avez les acidies, vous avez les vertébrés. Et puis la longueur de ces branches-là
ça dit à quel point l'évolution des gènes est rapide. Donc ce que vous voyez, c'est chez les vertébrés, en fait l'évolution des gènes, elle est plutôt très lente pour arriver au premier vertébré, de cette origine-là jusqu'au premier vertébré, puis ensuite au sein des vertébrés. Mais si vous regardez les mêmes distances chez les acidies, vous voyez que pour arriver à la première acidie, c'est plus long pour arriver au premier vertébré, mais ensuite, au sein des acidies, c'est beaucoup plus long que ce que vous voyez au sein des vertébrés. Et en fait, on a un paradoxe, c'est que quand on regarde l'évolution du génome dans ces bestioles, on s'aperçoit qu'elle est extrêmement rapide. Donc on a d'un côté des embryons qui pratiquement ne changent pas pendant 400 millions d'années, et puis on va avoir des génomes qui, eux, évoluent extrêmement vite. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de comprendre. Ce qu'on essaie. Alors, on peut en déduire plusieurs choses. Qu'est-ce qui, à votre avis, voilà, je vous donne 4 possibilités. C'est finalement, ce qui se passe, c'est ces gènes, même s'ils sont différents, ils font la même chose parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qui est important dans un gène. Donc on peut voir des choses qui divergent vite, mais en fait les trucs vraiment cruciaux, eux, ils ne divergent pas, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est une option. Deuxième, c'est que finalement les gènes jouent un rôle mineur dans le développement embryonnaire. Troisième, c'est que ça se passe à une autre échelle, c'est-à-dire, c'est un peu proche du 1 quelque part, les gènes ils doivent travailler ensemble, et en fait, peut-être que même des gènes très différents, ils réussissent à travailler de la même manière ensemble. On va pouvoir faire les mêmes réseaux, mais avec des gènes un petit peu différents. Puis la dernière possibilité, c'est que finalement, les embryons, peut-être qu'ils ne se ressemblent pas tant que ça. Peut-être qu'en apparence, ils se ressemblent beaucoup, mais en fait, quand on cherche dans les détails, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas si similaires que ça. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? En gros, je vous mets un petit peu, quelque part, je vous confronte à notre quotidien. C'est-à-dire que généralement, on fait des expériences, et je dirais, alors parfois, les expériences donnent ce à quoi on s'attend. Alors, c'est rassurant quelque part, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, parce qu'on s'y attendait. Et puis, assez souvent, ça donne pas ce qu'on attend, du tout. Et alors là, il faut tout remettre en question. À chaque fois, il faut se remettre en question en se disant, mais alors je croyais que je comprenais, mais finalement, peut-être que je comprends pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour comprendre? Et en fait, c'est un peu à cette démarche que je vous soumets. Le 3. Le 3. Le 3 et le 1, parce qu'ils marchent ensemble. Ouais. Alors l'autre chose, c'est en science, souvent, on marche souvent par intuition. Alors vous avez peut-être l'image d'un scientifique comme étant quelqu'un hyper rigoureux, tout est carré, etc. Oui, quand on teste des hypothèses. Mais non, pour ce qui est de faire des hypothèses. Pour ce qui est de faire des hypothèses, on marche à l'intuition, beaucoup, à l'association d'idées. La science de la nuit, comme disait François Jacob. Et donc, là, alors il y a des intuitions qui ne marchent pas. On en a eu un exemple. C'est, si les embryons sont similaires, c'est que les génomes doivent être similaires. Bon, ça, c'était une intuition raisonnable, mais elle ne marche pas. Et on a trouvé les moyens de montrer que ça ne marchait pas. Donc là, maintenant, si on continue là-dessus, c'est vrai que moi aussi, j'aurais tendance à privilégier 1 et 3. Alors, pourquoi pas 2? Parce qu'on a toute une série d'expériences où on va pouvoir modifier des gènes et montrer que ça a des conséquences énormes sur le développement. Donc, quelque part, on est à peu près sûr que les gènes jouent un rôle majeur. Alors, ils ne font pas tout, mais ils jouent un rôle majeur dans le développement. Donc, 1 et 3, ça paraît plutôt une bonne idée. Mais c'est dur de laisser 4 en suspens. Donc, maintenant, on avait reconstruit tous ces embryons. En fait, on en a reconstruit plusieurs dizaines. Donc, on va pouvoir les comparer de manière très précise, puisqu'on a, pour chaque cellule, en fait, un pédigré complet pendant toute la vie de la cellule, et on va pouvoir comparer chaque cellule entre plein d'embryons. Et donc, on va pouvoir maintenant regarder de manière quantitative, est-ce que ces embryons, ils sont vraiment très similaires, ou est-ce qu'ils le sont finalement moins? Est-ce que la similitude, elle est uniquement au début du développement, puis après un peu moins? Parce que je vous ai montré les cellules en les nommant, mais c'était au tout début du développement. Qu'est-ce qui se passe beaucoup plus tard? Et ça, on va pouvoir y répondre maintenant grâce à cette reconstruction des embryons. Et quand on fait ça, je vais juste vous montrer un exemple.
quand on fait ça, on voit qu'ils sont très 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 similaires. Alors là, je vous donne un exemple, donc c'est beaucoup plus tard. Donc vous voyez là, maintenant c'est le 9e, c'est dans la 9e génération cellulaire, hein, c'est donc trois générations plus tard. Et vous voyez en fait, c'est le XX, c'est les numéros qui sont là. Et quand on s'intéresse à cette cellule, on s'aperçoit que c'est exactement les mêmes voisines qu'elle a dans les deux embryons. Et si on pousse le raisonnement encore plus loin et qu'on commence à mesurer même les surfaces de contact entre les embryons, on s'aperçoit que ces surfaces de contact, elles sont quasiment identiques. Enfin, pas quasiment identiques, mais elles ont moins de 20% de différence. Donc ça, c'est quelque chose, là, on était scotché, franchement. Parce qu'on s'attendait à ce qu'ils soient similaires, mais qu'ils soient similaires jusqu'à ce point de détails subcellulaires, ça, on s'y attendait pas du tout. Ça pose bien sûr la question de savoir, mais pourquoi est-ce que les surfaces de contact sont conservées? Alors, pour se poser cette question, je vais revenir en arrière. Et je vais m'intéresser à une autre bestiole. Une bestiole qui est le triton. Alors, je vais revenir au début du XXe siècle à nouveau, où Hilde Mangold, qui était une doctorante qui travaillait avec Hans Spemann, a fait des expériences que je vais vous montrer, et qui avaient pour but de savoir, est-ce que les cellules s'influencent mutuellement? C'est-à-dire, en gros, maintenant, on a, pour essayer de revenir sur l'histoire de surface de contact, je vais commencer par essayer de présenter un petit peu quelle est la logique qui font que les cellules prennent des décisions. Et en gros, on peut imaginer deux logiques. Une logique, c'est qu'elles ont une information en elles savent qu'elles doivent faire ça. Ou une logique, c'est qu'elles prennent leurs informations de leurs voisines. Et leurs voisines vont leur donner une information, et c'est cette information qu'elles vont utiliser. Et donc, pour tester ça, ce que Hilde Mangold a fait, donc elle a pris des embryons de grenouilles, enfin pas de grenouilles, de tritons à l'époque. Et alors là, je vous montre, en fait, donc ça c'est un embryon qui doit avoir 4 heures, 4-5 heures. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de cellules que dans nos embryons d'Acilie. Et ici, c'est une coupe, en gros, le long de cet axe. Donc, vous voyez qu'il y a en fait une cavité au centre dans ces embryons. Et puis, quelques dizaines d'heures plus tard, vous obtenez ce petit tétard, début de tétard, un jeune tétard. Et si vous coupez là, vous avez cette structure. Et en fait, ici, ce que vous avez, c'est le tube neural. Donc, ce qui va être ici, c'est en fait notre moelle épinière. Et quand on regarde ça, en fait, on sait que cette structure-là, elle vient de cet endroit-là, dans l'embryon jeune. Et la question était de savoir, est-ce que cette structure-là, si on la mettait ailleurs dans l'embryon, non seulement elle créerait à nouveau un tube neural, mais elle recruterait, vous voyez, en fait, ici, c'est les muscles. Elle recruterait des muscles autour d'elle. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est capable d'influencer ses voisines? Et quand Hilde Mangold a fait cette expérience, donc elle a pris ce territoire et elle l'a greffé de ce côté-là. Et en fait, ce qu'elle a obtenu, c'est des embryons qui non seulement ont un deuxième tube neural, mais autour, il y a eu des cellules qui ont été recrutées pour faire une deuxième masse musculaire. Quelque part, vous avez des espèces d'embryons siamois. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que les cellules sont capables d'envoyer des signaux à leurs voisines, de telle manière à influencer le destin de leurs voisines. Et donc ça suggère qu'un moyen majeur que les cellules vont prendre des décisions, c'est de parler entre elles. En gros, un embryon, c'est un conciliabule de cellules. Sauf que c'est pas du tout le modèle qui est sorti chez les acides. Un peu avant, en fait, ce qui avait été proposé par toujours Conklin, c'était, il avait remarqué qu'il y avait un territoire, alors c'est un peu inversé là, un territoire qui est jaune, qu'on retrouvait, et en fait qu'on retrouvait toujours au même endroit. Et en suivant les cellules, il se disait, mais finalement, ce territoire-là, il doit y avoir des protéines là, alors peut-être des protéines jaunes, mais peut-être d'autres protéines aussi, qui lorsqu'elles sont héritées par les cellules, vont leur donner une information intrinsèque, sans avoir besoin de parler à leurs voisines, qui va leur permettre de devenir du muscle. Et ces expériences-là, en fait, au départ, les premières qui ont été faites, c'est un Français qui était à Rennes à l'époque,
Laurent Chabry, et qui lui, en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait enlevé ces deux cellules-là, et ce qu'il avait montré, c'est qu'il n'y avait pas de muscles. Et donc, quelque part, ce que ça sous-entend, c'est non seulement les cellules ont intrinsèquement une information, mais que cette information, si on enlève les cellules qui l'ont, il ne va pas y avoir de compensation. C'est-à-dire, il manquera le muscle. Quelque part, les cellules sont ce qu'elles héritent de leurs prédécesseurs, et il n'y a pas de communication entre les cellules. Donc on a deux modèles. On a un modèle qui vient d'études chez les vertébrés et chez les oursins, qui va être de dire les cellules parlent entre elles. Et puis un autre modèle qui vient des acidies, initialement, qui est de dire finalement les cellules, elles héritent de l'œuf. En gros, dans l'œuf c'est déjà une mosaïque de protéines qui sont localisées aux bons endroits. Et comme on les coupe de manière toujours pareille, en fait, chaque cellule va hériter des bonnes protéines qui vont lui dire tu dois devenir ça ou tu dois devenir ça. Et ça, c'est ce que je vais simplement pour vous l'hériter, enfin vous le montrer de manière un peu visuelle. C'est en gros, si vous imaginez des protéines qui vont être importantes pour les destins des cellules, qui sont distribuées de manière non homogène dans une cellule, quand cette cellule va se diviser, vous allez ségréger différentes protéines. Et quand elles se divisent encore, vous allez maintenant avoir une identité pour chacune des cellules. Donc ça, c'est probablement ce qui marche pour le muscle chez les acides. Mais, depuis, il y a eu plein d'expériences qui ont été faites. Et en fait, il y a plein de cellules qui ont besoin de parler à leurs voisines. Donc l'explication de se dire, finalement, c'est très stable, parce que les cellules doivent hériter des protéines spécifiques, etc., ça marche pour certains lignages, mais il y a beaucoup de lignages où ça ne marche pas. Donc, une fois de plus, on est parti dans une direction, on s'est dit ça doit être ça, et puis c'est en partie ça, mais c'est plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir qui différencie, en fait, puisque les cellules, finalement, parlent entre elles. Ça, je ne sais pas si vous saviez que les cellules parlaient entre elles. Les cellules, en fait, toutes vos cellules parlent entre elles. Alors, ce n'est pas que pendant l'embryon, même maintenant, dans nos corps, ce qui permet de faire de l'homéostasie, c'est beaucoup les cellules qui parlent entre elles, à relativement petite distance. Et elles parlent entre elles, alors c'est des signaux chimiques, ça peut être des protéines, elles sont comme nous aussi, elles se caressent, elles se poussent, elles se frappent. Il y a aussi des signaux mécaniques qui vont permettre aux cellules de parler entre elles. Donc, les cellules des acidies se parlent, les cellules des vertébrés se parlent. Ça ne nous avance pas tellement pour comprendre pourquoi dans un cas ça bouge et pourquoi ça bouge pas. Alors, je vais aller un peu plus loin. Je vous montre un petit film. Alors ça, c'est un Toulousain, Bertrand Benazeraf, qui a fait ce film il y a quelques années. Ce que vous voyez là, c'est un embryon de caille. Voilà. Alors, dans les laboratoires de biologie de développement, vous avez un réseau. Vous allez avoir plein d'animaux. Et peut-être que cette présentation va vous aider à comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, il y a des choses communes et plein de choses différentes. Et si on veut essayer d'avoir des règles un petit peu qui expliquent les différentes choses, il va falloir qu'on ait toute une panoplie d'animaux modèles. Donc là, c'est une caille. Et je vais vous montrer. Donc là, ce que vous voyez, c'est les cellules. Les petits points, c'est des cellules. Et donc, voilà. Maintenant, regardez les petits points. Regardez alors bon, il y a la légende, mais ce que vous voyez, c'est en fait, ça bouge pas mal, cette histoire. Et après, il va y avoir, ça va être agrandi encore, et vous voyez les vrais flux de cellules. Donc, voilà. Si vous regardez maintenant les cellules entre elles, vous voyez que leur voisinage, elles changent sans arrêt, elles sont toutes en train de bouger les unes par rapport aux autres. Alors, si vous imaginez que ces cellules, elles doivent se parler entre elles, c'est pas facile. C'est en gros, vous imaginez que vous êtes spectateur d'une course cycliste et vous voulez parler à un ou une cycliste. Entre le moment où vous commencez votre phrase et puis le moment où vous avez fini votre phrase, le cycliste il est passé à toute vitesse. Donc vous avez intérêt à parler sacrément fort. En gros, vous avez intérêt à envoyer un message qui va très loin. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans ces cas-là, chez les vertébrés. C'est-à-dire que les cellules, elles vont envoyer des signaux, mais ces signaux ne vont pas être restreints
à leur voisinage direct, elles vont aller plus loin. De telle manière à ce que une cellule soit dans le même environnement, quelque part, de signalisation pendant suffisamment longtemps, malgré ses mouvements. Si maintenant, alors je ne vais pas repasser sur l'autre chose, si maintenant vous regardez les embryons d'acide. Alors là, en fait, c'est tiré, c'est des copies d'écran de l'embryon que je vous ai montré en interagissant avec lui. Ce que vous voyez là, c'est les cellules, on leur a donné une couleur à ce stade-là. Et ensuite, lorsque les cellules vont se diviser, elles vont garder la même couleur. Donc vous allez ici, si vous prenez la cellule rouge, la cellule rouge ou la cellule verte, elle va devenir 2 cellules, puis elle va devenir 4 cellules, puis elle va devenir 8 cellules au fur et à mesure des divisions. Donc à chaque fois, une cellule donne 2 cellules. Ce que vous voyez, c'est qu'en fait, c'est des clones qui sont compacts. Imaginez que les cellules soient en train de bouger dans tous les sens. On n'aurait jamais des clones compacts comme ça. On a des clones compacts parce que les cellules ne bougent absolument pas, les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est quelque chose de très particulier à ces embryons. Il n'y a pratiquement pas de migration cellulaire. Vous prenez votre voisine, vous la gardez toute votre vie. Et puis, vos descendants vont avoir comme voisins les descendants de vos voisins. Donc, en quelque part, tout à l'heure, on avait un embryon qui était un petit peu liquide. Là, on est dans un embryon qui est vraiment solide. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Alors, pour la fin, là, parce que je pense que j'ai parlé assez longtemps, en fait. Ce que je vais vous montrer, c'est un petit film. Alors, c'est une petite vidéo qui a été réalisée par une amie, Laurence Serfati, qui est une documentariste professionnelle, sur un travail qui justement explique comment est-ce que, en réalisant que les cellules ne bougeaient pas, que finalement, quand vous voulez parler à un voisin qui ne bouge pas, ça suffit peut-être de chuchoter, vous n'avez peut-être pas besoin de crier. Comment est-ce que ça nous a conduit à faire une hypothèse sur qu'est-ce qui pourrait au moins partiellement expliquer pourquoi les embryons n'évoluent pas. Donc la vidéo doit durer à peu près 4 minutes, puis après j'aurai 2 diapositives et puis j'arrêterai. Enfin, si j'arrive à passer les minutes. Voilà. Cri ou chuchotement cellulaire. Vous pouvez la revoir, elle est ici. Coccinelle, tournesol, mérou ou être humain, nous sommes tous des amas de cellules. Qu'elles soient 2 ou beaucoup plus, les cellules des organismes vivants communiquent entre elles pour croître et se diviser ou déterminer leur identité, par exemple, devenir une cellule du cerveau ou du cœur. C'est dans l'embryon, après plusieurs divisions, que les cellules deviennent peu à peu différentes. Pour cela, elles communiquent en échangeant des signaux chimiques. Chez les embryons des animaux vertébrés comme la dorade, le poulet ou l'humain, les cellules sont très mobiles. Leurs signaux agissent à longue distance. C'est un peu comme si elles se criaient des instructions. Mais il existe un autre mode de communication cellulaire plus discret qui commence à livrer ses secrets grâce aux recherches d'une équipe de scientifiques européens. Pour cela, ils ont scruté le développement d'embryons d'acidie, des petits animaux marins qui peuplent tous les océans du monde. Toutes les 2 minutes, ils ont enregistré le développement de 10 embryons vivants avec un microscope de nouvelle génération à feuilles de lumière. Pour chaque embryon, ils ont d'abord obtenu ces images qui montrent le développement d'un embryon d'acidie entre 64 et 700 cellules. Puis ils ont créé un logiciel qui détecte automatiquement chaque cellule et suit dans le temps sa position, ses contacts avec ses voisines et ses cellules filles lorsqu'elles se divisent. Et ça, sans se tromper. Ces images montrent le même film, mais après traitement informatique. Les cellules de même couleur vont former le même tissu. Premier constat, on voit que les cellules bougent très peu les unes par rapport aux autres. La comparaison des 10 embryons montre aussi une organisation cellulaire tellement reproductible que les mêmes cellules se retrouvent au même endroit dans chaque embryon. Pour expliquer cette étonnante reproductibilité, les scientifiques ont fait l'hypothèse suivante. Les cellules doivent se toucher pour communiquer entre elles,
comme si elles lisaient leur surface de contact. Puis ils ont testé cette hypothèse grâce à un modèle mathématique. Les résultats de ces simulations suggèrent que les cellules chuchotent des instructions à leurs voisines immédiates. Cette étude permet de mieux comprendre le langage des cellules. Elle révèle pour la première fois une formidable chorégraphie cellulaire où la façon dont les cellules bougent est reliée à la portée des signaux qu'elles échangent, cris ou chuchotements. Voilà. Voilà, donc ça c'est, je reviendrai sur qui a fait ça après à la fin. Donc ça c'est aussi c'est important pour nous aussi chercheurs de réaliser ces petites vidéos, des choses qui expliquent en fait quel est notre travail, comment est-ce qu'on travaille et puis quels sont les résultats qu'on obtient. Et ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Donc là maintenant, il y a possibilité d'avoir un petit peu d'argent pour justement faire réaliser ces vidéos par des professionnels qui expliquent le travail. Alors, non, je vais revenir sur comment ça peut expliquer que les embryons. Alors, pourquoi est-ce qu'ils si on essaie de revenir à une intuition, on peut se dire finalement, si les cellules se chuchotent les unes aux autres, effectivement, c'est très difficile de changer leur voisinage. Et donc, quelque part, ça peut contribuer à expliquer pourquoi il y a tant de stabilité dans l'embryogenèse au cours de l'évolution. Par contre, a priori, ça n'explique pas pourquoi les génomes évolueraient très vite. Et en fait, peut-être un petit peu quand même. Alors, je vais vous montrer, ça c'est en gros le modèle des vertébrés. Donc, le modèle des vertébrés, ce que vous avez ici en rouge, c'est des molécules de communication. Donc un modèle qui est souvent présenté dans les livres de cours, c'est qu'une cellule va être baignée par une molécule de signalisation et elle va réagir différemment en fonction de la concentration de cette molécule de signalisation. Donc s'il y a ce genre de choses, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut avoir un contrôle extrêmement précis de la concentration de ces molécules de signalisation. Parce que si vous vous trompez de concentration, ça ne va plus marcher. Vous allez avoir des cellules qui vont, soit il va y avoir plus de cellules, trop de cellules qui vont adopter cette identité, ou trop de cellules qui vont adopter cette identité. Donc, quelque part, ce que ça veut dire, ça met une très forte... je ne sais pas si je... Oui, ça met une forte... contrainte sur le génome pour que les processus soient extrêmement précisément régulés. Maintenant, ce qu'on trouve chez les acidies, c'est un système qui est plutôt comme ça. C'est-à-dire que la concentration de l'inducteur, alors on n'a pas encore réussi à la mesurer, c'est ce qu'on cherche à mesurer, mais ce qu'on a montré par modélisation mathématique, c'est que finalement, si la concentration de l'inducteur est toujours la même, si les surfaces de contact changent, en fait, ça permet de donner une information suffisante pour que les cellules prennent les bonnes décisions. Donc ici, finalement, l'inducteur, sa concentration, c'est beaucoup moins important de la contrôler de manière précise. Parce que c'est les surfaces de contact qui vont être importantes. Et comme je vous disais, en fait, il n'y a pas que les gènes, il y a aussi les propriétés physiques des cellules. Et en fait, les surfaces de contact, c'est en partie contrôlé génétiquement, et en partie, c'est contrôlé par des propriétés qui sont vraiment biophysiques des cellules. Et donc, on peut avoir quelque part un transfert d'informations de quelque chose qui est contrôlé de manière très génétique à quelque chose qui est contrôlé de manière peut-être un petit peu moins génétique. Et donc, de lever des contraintes sur l'évolution des génomes. Donc, en fait, ce qu'on pensait être un paradoxe au départ, peut-être que ce n'est pas un paradoxe. Peut-être que c'est finalement relativement naturel que lorsqu'on a une géométrie qui est très très contrainte, l'embryon va l'utiliser pour prendre des décisions, plus que de contrôler très précisément ses gènes. Et ce qui nous fait penser que c'est peut-être pas complètement idiot, c'est qu'il y a une autre classe d'animaux qui se développe de manière très invariante. C'est ce qu'on appelle les nématodes. Vous avez peut-être entendu parler, certains, de Caenorhabditis elegans, des petits vers ronds. Et dans ces petits vers ronds, on s'aperçoit que les génomes évoluent également très vite. Donc,
c'est pas un cas unique, les acidies, où on va avoir une invariance de développement, et par contre, des génomes qui évoluent vite. Il y a d'autres cas également, donc peut-être que il y a peut-être plus une relation de causalité qu'un paradoxe réel. Voilà, je crois que je vais arrêter là. Je vais juste vous dire qui a fait ce travail. Ça, c'est quand même important. Donc, il y a 4 laboratoires qui sont impliqués. Il y a mon laboratoire, il y a celui de Christophe Gaudin, qui est un... Alors, il travaille beaucoup sur les plantes, mais pas que, qui est un informaticien, un spécialiste de l'analyse des images. Grégoire Malandin, qui lui vient de l'imagerie biomédicale comme domaine, et qui est lui vraiment dans le traitement du signal dans les images. Et Lars Hufnagel, qui est là où j'ai fait ma thèse, à l'EMBL, mais qui lui a développé le microscope qu'on a utilisé. Alors ça, c'est les responsables de laboratoire, mais ce n'est pas les gens qui ont fait le travail. Et les gens qui ont fait réellement le travail, c'est des gens beaucoup plus jeunes, toujours pas très féminins. Les 4 laboratoires étaient dirigés par des hommes. Bon, ben là, il y a une femme quand même. Mais pourtant, dans l'équipe, on est... Voilà, ça ne reflète pas vraiment mon équipe. Hein. Dans mon équipe, on est 50-50, hommes et femmes. Mais là, il se trouve que dans cette histoire-là, il y a surtout des hommes. Donc, Oula, qui a pris toutes les images, qui est biologiste. Léo, qui est informaticien. Bruno Leggio, qui lui vient de la physique théorique, de la physique quantique. Emmanuel qui est informaticien et Julien qui est biologiste aussi. Voilà, je vais arrêter là, j'ai parlé trop, donc je suis désolé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Nous n'avons pas de micro pour la salle. Alors Là, on va parler fort. Voilà. Je voudrais vous poser une question. Le problème, c'est que je ne sais pas si je vais arriver à bien la formaliser. Allez-y. Bon. On y arrive nous-mêmes rarement. Ou alors il nous faut 3 mois pour la formaliser. Alors, la première partie de ma question, c'est de savoir si ces blocs de cellules de l'acidie sont des monolithes, c'est-à-dire si on déplace une cellule, est-ce qu'elle peut continuer à fonctionner comme il faut ou pas? Et la seconde partie de la question, c'est de savoir si dans ces cellules à cri ou à chuchotement, quand il s'agit de cellules à chuchotement, est-ce qu'on s'avance vers ce qu'on peut appeler des cellules souches, qui sont beaucoup plus malléables que les... D'accord. Elles sont très bien formulées, les questions. Merci. Alors, la première question, qu'est-ce qui se passe quand si j'ai bien compris, quand on isole une cellule de cet ensemble? Donc, alors on peut le faire. Déjà, premièrement, parfois, on ne peut pas le faire. Là, on peut le faire. Et c'est assez simple de le faire. Il suffit d'enlever le calcium qui est dans l'eau de mer. Et l'adhésion entre les cellules est calcium dépendante. Donc, les cellules vont pouvoir être dissociées. On peut aussi les découper avec des petits fils de verre. C'est un travail qui est assez amusant, d'ailleurs, à faire. C'est très précautionneux, mais c'est un joli travail. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, elles survivent, premièrement. Donc, elles n'ont pas besoin de leur voisine pour survivre. Elles vont continuer à se diviser. Mais elles ne vont pas avoir les signaux envoyés par leur voisine. Et donc, elles vont... Alors, souvent, ce qui se passe dans cet embryon, c'est lorsqu'il y a une décision qui est prise, en fait, c'est au moment d'une division cellulaire. C'est-à-dire une cellule va se diviser en 2, et une des filles va avoir une identité, parce qu'elle a reçu un signal, l'autre fille va avoir une identité différente, généralement parce qu'elle n'a pas reçu ce signal. Si on sépare les cellules, les 2 filles vont adopter l'identité comme si elles n'avaient pas reçu le signal. Donc en gros, là, en général, on trouve ce qu'on s'attendrait à trouver. Ça, c'est la première question. Du coup, j'ai oublié la deuxième. C'est celles qui chuchotent. Oui, voilà, les cellules souches. Donc, alors, quelque part, la question, c'est aussi de savoir, est-ce qu'il n'y a que chez les acidies que les cellules chuchotent? Et alors, a priori, non. On sait qu'il y a des cellules qui vont, dans notre cochlée à nous, il y a des cellules qui vont mesurer leur surface de contact avec leur voisine, et ça va permettre à ces cellules d'obtenir la bonne identité. Donc ce mécanisme qu'on voit chez l'acidie, qui semble être le mécanisme dominant,
chez les vertébrés, il existe aussi, mais il est moins dominant. Donc souvent, ce n'est pas du noir et blanc, c'est du gris ou du presque blanc, et c'est tout un continuum. Donc là, on est dans une situation sans doute extrême. Plus tard, l'acidie, il y a plein de cellules, c'est des grosses bêtes, et probablement elles communiquent comme les vertébrés. C'est uniquement à ce moment-là. Maintenant, les cellules souches, effectivement, c'est une des choses qu'on se demande, c'est si ce mécanisme n'est pas utilisé par les cellules souches. Vous avez peut-être entendu parler que les cellules souches, elles ont besoin de se développer au sein d'une niche. Et c'est une niche où il doit y avoir des contacts physiques entre les cellules souches et des cellules de niche qui vont leur donner des signaux. Par exemple, pour, lorsqu'elles se divisent, qu'il y ait une cellule qui va être différenciée, puis une autre qui va rester cellule souche, pour ne pas dépléter tout le pool de cellules souches que vous avez. Donc les cellules, comme elles font un contact avec leur niche, peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, il y a un chuchotement. Est-ce qu'il y a des applications en médecine par rapport à vos recherches au niveau de cette embryogénèse qui est particulière Alors, par rapport à ça, je vais vous dire très sincèrement, mon but à moi est de comprendre la nature. Très sincèrement, mon but de mon travail, je ne vais pas au labo le matin en me disant je vais soigner une maladie. Néanmoins, je suis très content si mon travail peut être réutilisé par d'autres qui, eux, ont ce but, qui est tout à fait louable pareil. C'est très dur de savoir. C'est dur de savoir parce que les échelles de temps sont imprévisibles. Si je vous donne par exemple un exemple dans une toute autre science, c'est les maths. Si vous regardez Fermat, donc Fermat c'est le XVIIe siècle, le petit théorème de Fermat, c'est ce qui a permis de lancer la cryptographie sur les premières cartes bleues 300 ans plus tard. Pendant 300 ans, ça ne servait à rien. Et puis, brutalement, c'est devenu crucial et c'est ce qui nous a permis d'avoir des cartes bleues. Ça a changé les autres choses. En biologie, c'est pareil. Il y a des choses qui vont avoir des applications extrêmement rapides. Si vous pensez... alors, qu'est-ce qu'il y a en fait une application extrêmement rapide? J'allais vous dire CRISPR-Cas9. Et en fait, non, pas du tout. CRISPR-Cas9, c'est les années 80. Dans les années 80, c'était des gens qui s'intéressaient à l'immunité des bactéries et qui ont découvert ce système CRISPR. Pendant 20 ans, ça n'a servi à rien, si ce n'est qu'à comprendre quelle était l'immunité des bactéries. Et puis un jour, quelqu'un a eu l'idée de fusionner deux petits morceaux de ce système, et en faisant ça, il a créé des ciseaux moléculaires. Donc, j'espère que ce qu'on fait servira un jour à quelque chose. Alors que ce soit en médecine, que ce soit pour d'autres choses. J'espère que ça servira dans le bon sens aussi. Mais je suis incapable de le dire actuellement. Vous cherchez. Alors, moi je cherche, moi ce qui m'intéresse, alors, en fait je suis devenu biologiste par hasard un peu. Le hasard, parce qu'au moment où j'ai terminé mes études, je voulais quitter la France, mais j'avais commencé à faire des études pour être cosmologue, donc étudier l'origine de l'univers. Et puis j'ai fait des études avec des gens qui avaient des compétences en maths avancées qui étaient largement supérieures aux miennes, donc je me suis dit j'aurais pas de niche écologique dans ce domaine-là. Donc j'avais complètement abandonné l'idée. Et puis un jour quelqu'un est venu là où je faisais mes études en disant on cherche quelqu'un pour aller faire une thèse à l'EMBL. Et l'EMBL, c'est basé sur le CERN comme modèle. Donc je me suis dit, ah bah tiens, ça ressemble. Et donc j'ai commencé à devenir biologiste. Mais quelque part, j'ai toujours un petit peu cet état d'esprit, cette philosophie du cosmologue qui veut comprendre l'origine. Alors, ce n'est pas l'origine de l'univers, ce n'est pas l'origine de la vie non plus, mais c'est l'évolution, et voilà. Et c'est ça qui me fait vibrer. Qu'est-ce qui rapproche les échinodermes et les procordés? Alors, leurs gènes. Si on construit les arbres de la vie, en fait, c'est très clair sur leurs gènes.
après, si on regarde leurs embryons, il y a des choses qui sont communes aussi. C'est, je vous ai montré comment est-ce que je vous ai expliqué ça? En fait, au départ, notre intestin, donc qui est à l'intérieur chez l'adulte, chez l'embryon, c'est la moitié de l'embryon, c'est une moitié de l'embryon externe. Et puis il y a un processus qui s'appelle la gastrulation, qui fait que toutes ces cellules sont emmenées à l'intérieur du corps de l'embryon. Mais cette gastrulation, en gros, il va falloir faire un trou puis faire tout passer. Que va devenir ce trou? Ce trou, il devient soit l'anus, soit la bouche. Et que ce soit chez les oursins ou chez les vertébrés, chez les acidies, etc., ça devient l'anus. Alors que si vous prenez les insectes ou autres, ça va plutôt être la bouche. Donc ce qui nous unit d'un point de vue morphologique, c'est ce processus de gastrulation qui ressemble entre les oursins et nous. Et après, si on fait des arbres phylogénétiques génétiques, c'est vraiment très clair que c'est nos voisins. Depuis combien de temps vous étudiez les acidies? Vous pouvez faire ça toute votre carrière de biologiste? Alors, oui. Vous allez faire autre chose? Alors, on peut faire. Alors, là, alors, la recherche, c'est un domaine où on essaie de ne pas être normatif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être très bons à faire toujours la même chose pendant toute leur vie. Et ça sera, ils vont faire du très bon travail. Et puis, il y a des gens qui, au contraire, vont être des touche-à-tout. Et qui vont passer d'un sujet à un autre. Et qui vont aussi faire du très bon travail. C'est très dur de dire comment il faut le faire. Il y a vraiment toute une composante qui est personnelle aussi, qui est de savoir, moi, alors c'est vrai que j'ai plutôt tendance à changer, mais la manière dont je change, c'est pas en changeant d'animal modèle, c'est en allant vers des technologies qui sont toujours de plus en plus avancées pour réussir à les étudier. Donc en fait, c'est faire avancer le front technologique sur ces animaux. Donc, en fait, ce que l'on fait maintenant ressemble très peu à ce que Sébastien, qui est tout en haut, on a travaillé ensemble quand il était dans l'équipe à Marseille. Ce que l'on faisait était quand même assez différent de ce que je vous ai présenté. Mais c'était sur les mêmes bébêtes. Et avant, je travaillais sur des xénotes. Donc sur des grenouilles. Donc j'ai changé, mais là depuis un peu plus de 20 ans. Je travaille principalement sur les essais. Ouais. Il y a aussi, on dit que les plantes, les arbres. Ouais. Est-ce qu'il y a une semblance? Alors, Répétez la question, je suis sûre. oui, je vais répéter la question. Donc, en fait, là, je parlais de communication à une échelle cellulaire. Et madame demande, il y a également des communications, notamment au sein des plantes, qui vont être à l'échelle de la plante entière. Est-ce que c'est un petit peu le même principe? Alors, je ne connais pas très bien les plantes, donc j'aurais du mal à vous répondre de manière précise. Par contre, si vous regardez un canopé d'en bas, ce que vous voyez très bien, c'est que les arbres ne se pénètrent pas. En fait, en général, vous regardez les arbres, ça fait des frontières qui sont extrêmement précises d'un arbre à l'autre. Donc ça, quelque part, il doit y avoir une communication. Est-ce que cette communication, c'est des signaux chimiques? Est-ce que c'est des signaux physiques en se touchant? Moi, je ne sais pas. Il y a peut-être des gens qui savent très bien, mais moi, je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais chez les plantes, c'est si vous prenez une plante et puis que vous la touchez, elle arrêtera de grandir là où vous la touchez. C'est-à-dire qu'elle va sentir les contacts mécaniques et elle va répondre à ça. Les plantes répondent de manière assez remarquable à tout ce qui est contact. Et c'est une des raisons pour laquelle, si vous prenez un champ de blé, vous avez peut-être été frappé par le fait que tous les blés sont à la même hauteur. C'est quand même incroyable, si vous prenez un champ d'humain, c'est dans tous les sens. Les blés, c'est tout à la même hauteur. Et c'est probablement le vent. En fait, le vent, dès qu'il y en a un qui sort,
ben, il va avoir des contraintes mécaniques, il va arrêter de pousser. Et donc ça va faire que tout le monde va être à la même hauteur. Donc les plantes, c'est sensible. Est-ce que vous avez eu le temps d'étudier l'influence d'événements extérieurs sur les processus que vous avez décrits? C'est ce qu'on va commencer à faire en regardant deux événements extérieurs qui sont environnementaux. L'un, c'est la température, et l'autre, c'est la salinité de l'eau de mer. Alors, notamment, il y a, si vous avez là, par ici, il y a les étangs. Ben, en fait, dans les étangs, il y a des acidies souvent, mais quand il pleut dans un étang, la salinité, elle va varier de manière énorme. Quand il y a du vent, comme il y a très peu d'eau, la température baisse beaucoup. En été, quand il y a du soleil, la température monte énormément. C'est un environnement qui est vraiment extrême, un étang. Il y a des acidies dedans. Donc, oui, c'est intéressant d'essayer de comprendre. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de comprendre, lorsqu'on se rapproche, donc il y a deux choses. C'est un, quelle est la gamme de paramètres qui est compatible avec un développement. Ça, c'est très bien. Ça peut permettre de savoir est-ce qu'en cas de réchauffement climatique, il y aura encore des acidies dans quelques dizaines d'années. A priori. Mais également de comprendre, lorsqu'on dépasse un petit peu cette gamme, comment est-ce que le système va se casser la gueule, quelque part. Est-ce qu'on peut, en allant juste à la limite, comprendre un petit peu qu'est-ce qui tient le système ensemble, en regardant au moment où ça commence à vraiment dégringoler. Mais oui, c'est des questions qui sont intéressantes. Au niveau de la technologie, je pense que ça nous fait faire des avancées incroyables par rapport dans le temps, justement, au niveau chronologique, par rapport à ce qui se faisait même il y a 20 ans, ou 30 ans. Notamment tout l'outil informatique. Oui, c'est l'outil informatique et l'outil d'imagerie. Tellement vite. Et l'imagerie. L'imagerie, le fait qu'on peut vraiment imager, alors avec des détails. Donc là maintenant, on commence à utiliser des microscopes qui sont dont la résolution est de l'ordre de 10 nanomètres en optique. Donc, ce qui est largement au-delà de la barrière de diffraction. Normalement, on ne devrait pas pouvoir, mais on peut, en combinant informatique et... Alors non, celui-là, non, il n'est pas très résolutif, il est très rapide celui-là. Il n'est pas très résolutif. Mais des microscopes de super résolution, c'est des choses qui permettent de descendre à 10 nanomètres. Voilà. Puis après, il y a les microscopes électroniques. Ça, c'est un autre domaine. On va peut-être Merci beaucoup. Merci.